De débuter la rencontre. Comme vous venez de l'entendre par petite alerte, si vous êtes comme moi, la rencontre présentement est enregistrée pour qu'on puisse la rendre disponible aux gens qui n'ont pas pu se connecter à l'instant. Je vous remercie d'être là en grand nombre. Mon nom est Jean-Thomas Grantam, je suis l'adjoint PDG Affaires publiques gouvernementales et projets NCH au CHU de Québec. Je vais seulement prendre un petit moment pour vous expliquer le fonctionnement. On est quand même dans une rencontre virtuelle, donc pour assurer que tous puissent bien suivre la rencontre et participer. Alors, il va On venait de me muter. Merci pour le test. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Un petit signe de la tête, merveilleux, excellent. Alors, pour les règles de procédure, comme c'est une rencontre Zoom où on veut un maximum d'échanges, mais bien sûr que tout le monde puisse bien comprendre, on va vous demander de garder vos micros fermés le temps des présentations. Il y aura 3 intervenants qui vont présenter et ensuite nous aurons une période d'échange. Pour la période d'échange, vous allez pouvoir utiliser soit l'onglet du chat qui normalement est situé au bas de votre écran, ou si vous allez dans l'onglet Réaction, vous pouvez également lever la main pour qu'on puisse vous donner le droit de parole à ce moment-là. On va réserver les échanges et les questions à la toute fin pour vraiment s'assurer du respect du temps imparti. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une très, très belle rencontre d'information et d'échanges publics avec les gens du CHU Québec. Et sans plus tarder, je présente notre président du conseil d'administration, M. Gaston Bédard. Merci, merci, M. Grantham. À mon tour de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette séance publique annuelle, d'ailleurs, d'information. On a la chance d'avoir avec nous, le plaisir d'avoir avec nous plusieurs représentants du milieu d'enseignement, du milieu des affaires, d'organismes communautaires, du milieu municipal, du gouvernement également, du ministère de la Santé et plusieurs de nos citoyens de différentes régions de la grande ville de Québec et même un peu à l'extérieur. On a aussi, puis je les vois actuellement à l'écran, plusieurs membres du conseil d'administration, bienvenue, et bien sûr, plusieurs membres du comité de direction. Monsieur Grantham l'a mentionné rapidement. Outre mon introduction, notre PDG, M. Beaumont, va vous faire le bilan des activités de la dernière année. Nous parler également des grands enjeux pour l'année à venir. Un petit tour sur la COVID, même si on n'aimerait plus en entendre parler beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire, c'est encore présent autour de nous. Et on va terminer la période d'information avec la présentation de M. Rousseau, qui est notre commissaire au plan sur les activités de la dernière année de son département plus particulièrement. Ce qui est important, puis M. Grantham l'a mentionné, c'est la deuxième partie de cette activité qui est la partie où on veut vous écouter, vous entendre, recevoir vos commentaires ou encore vos questionnements sur différents sujets qu'on va prendre note, bien sûr, sur tous vos commentaires. Encore une fois, merci de votre participation. Puis pour nous, le CHU de Québec Université Laval, c'est important cet exercice annuel de reddition de comptes auprès de vous, auprès de nos populations, mais aussi, je dirais surtout, comme je l'ai mentionné, de vous entendre sur vos commentaires, vos préoccupations. Avant de faire le bilan de l'année 2021-2022, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir en arrière et vous parler un peu de l'histoire du CHU de Québec Université Laval. Vous le voyez actuellement à l'écran. Cette année, le CHU de Québec Université Laval célèbre 10 ans d'existence. Ce fut une occasion pour nous, d'ailleurs, cette dernière année, de se replonger dans les débuts de cette grande aventure du regroupement du CHA et du CHU. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter notre site web, un site particulier qu'on voit actuellement à l'écran, 10ans-chup.chu, c'est-à-dire 10anschup.ca. Il y a 10 ans, il y avait 2 grands centres hospitaliers dans la région de Québec, le CHUQ et le CHUM. J'étais d'ailleurs président du CA du CHUQ à cette époque. C'est à l'automne 2011 que les présidents de conseil d'administration du CHA et du CHUC, Maître Jean Beaupré et moi-même, appuyé par les directions générales des 2 centres hospitaliers, Mme Gertrude Bourdon et la docteure Marie Gérard, qui ont lancé les discussions sur plusieurs scénarios possibles de regroupement. Il faut dire que les 2 établissements collaboraient déjà étroitement sur plusieurs grands sujets, notamment en pédiatrie avec le Centre Mère-Enfant, en ophtalmologie adulte avec le Centre universitaire d'ophtalmologie ou encore pour la création de dossiers du patient électronique. Dès les premières discussions, l'équipe a voulu donner un sens qui était fort à la fusion, le pourquoi de cette fusion. Le premier objectif était pour nous d'offrir un meilleur accès aux soins et tout au long du processus, il n'a jamais été cet objectif perdu de vue. On se le rappelait constamment. Cependant, la fusion présentait un autre
avantage de taille, bien que le CHUC et le chat étaient complémentaires, il existait un certain dédoublement de quelques activités cliniques et de recherche, tandis qu'il y avait une rareté de ressources spécialisées et de fonds limités. Ainsi, la fusion du CHUC et du chat permettait de conserver les spécialistes de chacune des entités et de regrouper les ressources tout en devenant un puissant levier pour développer des soins spécialisés et surspécialisés, ainsi que la recherche, l'enseignement et l'évaluation des technologies et des modes d'intervention. Partager nos rêves n'était pas difficile, mais le concrétiser ce rêve et obtenir la mobilisation des intervenants pour en assurer un grand succès était bien sûr plus complexe. Nous étions bien conscients que cette fusion allait changer beaucoup de choses pour des milliers de personnes, même si nous étions convaincus de par sa valeur ajoutée pour nos intervenants, de sa valeur ajoutée pour nos intervenants et nos différentes clientèles à plus long terme. Une fois la fusion annoncée, nous avions pris le temps de rencontrer les intervenants, de les écouter, de répondre bien sûr à leurs questions, puis nous sommes assurés d'obtenir un large consensus. Sans l'accord de ces derniers, des intervenants, la fusion aurait pu être possible sur le plan juridique, mais nous n'aurions jamais été réellement capables d'avancer ensemble, de faire vivre en fait ce regroupement. Le deuxième grand enjeu était de convaincre les deux conseils d'administration. D'une part, les deux CA auraient pu être en désaccord avec ce projet. D'autre part, la loi nous obligeait à avoir de plus un nombre limité de membres, ce qui signifiait que des bénévoles qui s'étaient investis avec beaucoup de cœur depuis de nombreuses années devaient définitivement laisser leur place. Les membres des CA de l'époque ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité, ont fait passer les intérêts des patients et de l'organisation avant les leurs. Il semble maintenant évident que c'est grâce à la fusion du CHUC et du CHA que le CHU de Québec Université Laval a été en mesure d'entreprendre des projets ainsi aussi importants que le nouveau complexe hospitalier, incluant la réussite de la plateforme clinico-administrative et du centre intégré de cancérologie, pour ne nommer que cela. Avant la fusion, chacun avait des projets de modernisation et d'agrandissement, mais qui revenaient à faire du neuf avec du vieux ou se réorganiser par l'intérieur, ce qui n'est jamais vraiment optimal. La fusion a permis d'accélérer à de nouveaux espaces de part et d'autre. Et c'est ce qui nous a permis au projet, qui a permis au projet du nouveau complexe hospitalier de voir le jour. Ce sont des exemples concrets de la valeur ajoutée du levier que représente cette fusion pour le présent, ainsi que pour le futur de la région de la capitale nationale, de tout l'Est du Québec, autant sur le plan des soins, de la recherche, de l'enseignement, de l'évaluation des modes d'intervention et aussi sur le plan, bien sûr, économique. 10 ans plus tard, la grande région de Québec et tout l'Est du Québec, pour certaines grandes spécialités, peut compter sur un des plus grands centres hospitaliers universitaires au Canada et un des plus grands centres de recherche également au Canada. C'est donc une population de plus de 2 millions de personnes qui bénéficient des services de pointe offerts par notre grand CHU. En ce 10e anniversaire, j'ai trouvé important de faire ce retour en arrière. Et également, avant de céder la parole à notre PDG, M. Beaumont, j'aimerais faire un survol rapide de nos 4 grandes priorités 2022 et 2023, retenues bien sûr par notre conseil d'administration et le comité de direction. M. Beaumont nous vous donnera un peu plus de détails d'ailleurs par la suite dans sa présentation dans quelques minutes. La première grande priorité qu'on voit à l'écran, c'est le bien-être et santé au travail. Faire en sorte que l'expérience de nos intervenants soit positive et leur permettre de se réaliser pleinement et apprendre et déployer les meilleures pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Une deuxième grande priorité, c'est l'accès aux soins et aux services. Augmenter toujours davantage l'accès à l'hospitalisation par la fluidité de nos soins et services hospitaliers et d'urgence et augmenter l'accès aux services ambulatoires et spécialités en clinique externe, endoscopie, imagerie médicale et électrophysiologie. Notre troisième grande priorité, des meilleures pratiques au quotidien, en implantant une nouvelle approche de soins dans le respect des équipes de sécurité de nos usagers et en réduisant la transmission nosocomiale de pathologies et maintenir notre agilité dans les situations pandémiques, finalement accéder
à la transformation numérique au bénéfice de nos intervenants et de soins. Notre quatrième grande priorité, bien sûr, façonner le CHU d'aujourd'hui, mais surtout de demain également, réaliser les transformations requises en prévision du nouveau complexe hospitalier, planifier et réaliser la transmission pour le Centre intégré de cancérologie, le Centre de recherche et le cyclotron, concevoir le plan directeur clinique et immobilier pour le CHUL, l'hôpital Saint-François d'Assise, l'hôpital Saint-Sacrement, et également structurant la valorisation et le développement de nos innovations. C'était ma courte introduction. Maintenant, je vais céder la parole à M. Beaumont qui va nous donner un peu plus de détails sur les enjeux de ces 4 grandes ambitions, mais également sur le bilan de l'année 2021-2022 et quelques mots sur la COVID également, M. Beaumont. Je vais vous laisser par la suite introduire M. Rousseau. Donc, M. Beaumont, je vous laisse la parole. Excellent. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci beaucoup aux membres de la communauté qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. Merci également à nos partenaires. Je tiens à souligner aussi la présence de ma collègue PDG des îles, Mme Doucet, M. Carl Viel de Québec International. Donc, chers directeurs, chers gestionnaires, chers employés, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc, pour moi, je vais faire quand même un petit survol de notre organisation en vous présentant principalement les faits saillants, notre situation financière également, continuer à expliquer notre grande mission et par la suite faire un survol de notre grand projet du niveau complexe hospitalier et faire un petit bilan sur la COVID. Donc, c'est le plan de match qu'on se donne aujourd'hui et après ça, je vais laisser la parole à notre collègue commissaire aux plaintes. Donc, quand vous regardez en un coup d'œil sur un an, le CHU actuellement, on est aux alentours de 1260 lits dressés. Donc, c'est sûr qu'on a aux alentours d'une centaine, 100, 150 de lits fermés actuellement pour des enjeux de main-d'œuvre. Mais somme toute, on demeure quand même le plus gros centre hospitalier universitaire de la province avec nos 5 établissements. Et on a un établissement en particulier, comme vous le savez, qui est ultra spécialisé en pédiatrie et en notre centre Mère-Enfant Soleil, qui dessert également toute la population de l'Est du Québec. Donc, en termes de recherche, M. Bédard en a parlé tantôt, c'est quand même le plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord qui génère approximativement 137 millions de revenus annuels. Et on y retrouve actuellement plus de 700 chercheurs au sein de 7 axes de recherche extrêmement performants. En plus de la recherche, nous travaillons également en enseignement. Donc, c'est comme si à chaque jour, vous retrouviez dans notre organisation 800 étudiants à temps complet permanent qui apprennent un nouveau métier et qui travaillent en compagnonnage avec nos employés, nos chercheurs et nos médecins. En surplus, toute la notion d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé contribue à faire de notre organisation une organisation toujours plus pertinente. Donc, on se permet d'évaluer avec le savoir-faire de notre UITMIS toutes les notions de la littérature. Donc, qu'est-ce qu'en pense la littérature mondiale avant de prendre une décision et introduire à l'intérieur de nos murs des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques. Donc, somme toute, c'est 17 000 intervenants au CHU de Québec qui contribuent à l'enseignement, à la recherche, à prodiguer des soins et à la contribution de l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Donc, c'est à cause de eux aujourd'hui qu'on est capable de vous servir et j'en profite vraiment pour les remercier de leur engagement envers la qualité et la sécurité des soins à notre collectivité. Quand on regarde dans une journée, ça peut paraître banal, mais quand on découpe ça et on réplique tout ça sur 365 jours, donc aujourd'hui, il y a 211 personnes qui vont se faire opérer à l'intérieur de nos murs, dont 125 patients en chirurgie d'un jour. Il va y avoir, grosso modo, avec la rotation puis la fluidité des épisodes de soins, aux alentours de 1000 personnes à l'intérieur de nos murs, dont 51 enfants qui vont être hospitalisés à l'intérieur de l'organisation. Et on va réaliser, bon an, mal an, aujourd'hui, 21 accouchements dans l'ensemble de l'œuvre, là où est-ce qu'on est aux alentours de 8000 accouchements par année. Donc, nos urgences vont être visitées à peu près par 700 personnes aujourd'hui dans nos 5 urgences et on va desservir, nos médecins vont prescrire aux alentours de
9000 ordonnances de médicaments qui vont tous être vérifiés, validés, regardés par nos pharmaciens et nos assistants techniques en pharmacie. Donc, globalement, c'est tout près de 8000 repas que nos préposés en alimentation, cuisiniers, chefs cuisiniers vont nous concocter aujourd'hui pour être sûr de maintenir une qualité nutritive de nos patients, de nos enfants, de nos nouveau-nés à l'intérieur de notre organisation. Donc, c'est quand même une contribution quotidienne, quand on le regarde comme ça, vraiment extrêmement importante. Au niveau de nos dépenses d'exploitation, cette année, on va avoir investi ou dépensé de la façon dont vous le voyez aux alentours d'1,5 milliard. Et cette PowerPoint-là nous permet de vous démontrer que plus de 77 va directement en service direct à la communauté, 8 en soutien direct aux activités cliniques, 8 en bâtiments et équipements et aux alentours de 6,8 en administration et gestion de l'ensemble de l'œuvre. Donc, nous, ce qui est important ici, c'est d'avoir des frais administratifs les plus bas possibles pour être capable de démontrer à notre collectivité que vraiment le 1,5 milliard de budget de notre organisation est principalement investi en soins et services directs à la population. Au niveau des résultats financiers, c'est tout près de 22 millions d'heures rémunérées qui a été réalisé au cours de la dernière année sur un revenu de 1,5 milliard, des dépenses salariales d'1 milliard, des autres charges. Là, ici, on parle de fournitures médicales, alimentaires, etc., aux alentours de 394 millions et des dépenses de médicaments aux alentours de 131 millions, dont plus de 60 millions est dédié à des médicaments onéreux de type oncologique. Et quand on regarde, somme toute, au niveau de notre dernière année, nous avons terminé avec un déficit de 5,4 millions pour un déficit accumulé au 31 mars 2022 de 104 millions de dollars. Au niveau des, vous savez, on a quand même un grand projet de construction, mais c'est important pour nos équipes de continuer à maintenir nos autres établissements en bonne qualité. Donc, c'est tout près de 16 millions de dollars qui ont été investis cette année dans nos 5 hôpitaux. Et ça, c'est tout réalisé en collaboration avec notre équipe de la direction des services techniques, notre grand bureau de projet, avec nos contracteurs, mais également avec nos équipes cliniques qui doivent, eux, tout organiser la gestion des opérations de ces transformations-là. Et bien sûr, ça permet également de maintenir nos toitures en bonne qualité, nos façades aussi en bonne qualité, nos ascenseurs. Donc, vraiment, là, vous avez là des investissements considérables dans chacun de nos milieux. Quand on regarde aussi, vous savez, le CHU de Québec a une politique forte de développement durable et on a un comité vraiment d'employés, d'intervenants qui portent ça vraiment par passion. Donc, on a un plan de développement durable qui est ambitieux et on vise vraiment la carboneutralité pour notre nouveau centre hospitalier et on y croit fortement. On a également un programme d'aide aux employés qui est accessible 24 heures sur 24 et on a eu une reconnaissance importante d'Aliments Québec en 2022 pour notre pourcentage d'approvisionnement local qui vraiment a dépassé les attentes d'Aliments Québec. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. On offre également à nos employés, on leur rappelle l'importance de la mise en forme de la santé et du bien-être. Donc, on a toute une plateforme interactive où est-ce qu'on permet à nos employés d'avoir une application de mise en forme. Et également, actuellement, c'est le grand concours LIFT dans lequel on fait des compétitions inter-établissements pour l'établissement qui va avoir cumulé le plus de points santé au cours de la période à laquelle s'inscrit le concours. On est extrêmement fiers également de participer à la distribution des paniers biologiques en milieu de travail en saison estivale. Et on a un beau projet pilote actuellement au CHUL d'un projet de mini-marché gourmand autonome pour être en mesure de répondre en temps opportun aux besoins nutritifs de nos employés et de notre communauté. Quand on regarde également au niveau de la santé durable, on contribue également
à la mobilité durable. Donc, il y a beaucoup de promotion qui est faite en collaboration avec le RTC pour encourager l'adhésion de nos employés à l'utilisation de la mobilité durable. Et on collabore avec beaucoup d'organismes communautaires au niveau du défi sans auto solo, les institutions Mange locales, la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires. Ça marche, Doc. Donc, vous voyez qu'à droite, nos statistiques en 2021-2022 en termes d'approvisionnement alimentaire québécois. Donc, c'est 65 de notre frigidaire à nous au CHU de Québec qui vient d'approvisionnement alimentaire québécois. Donc, on en est extrêmement fiers. 6 tonnes de batteries ont été recyclées au cours de la dernière année, 274 tonnes de papier, du carton. Donc, et on a été en mesure de redonner à notre communauté 70 000 repas distribués à la grande tablée des chefs. C'est aux alentours de 20 tonnes de nourriture qu'on réussit à retransférer dans notre communauté pour aider notre collectivité. Donc, tantôt, M. Bédard a fait vraiment un rappel sur les priorités. Je veux juste vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement au niveau du bien-être et de la santé au travail pour améliorer l'attraction et la fidélisation. On est vraiment dans un travail important de tout l'aménagement des temps de travail, principalement au niveau de notre personnel syndiqué, mais également au niveau de nos gestionnaires. On est en train de faire un projet pilote d'horaire sur 6 mois parce que nos employés nous ont dit on veut plus de prévisibilité et de stabilité dans la planification de nos horaires. Projet pilote qui commence le 7 novembre. Et on a également tout modernisé notre service d'affectation pour y mettre un brin de technologie, pour être toujours en contact avec nos employés, pour qu'eux aussi puissent suivre leur stratégie d'affectation en temps réel. On a aussi, au niveau de l'accès aux soins, tout un travail sur la diminution de la durée moyenne de séjour. Donc, vous avez vu tantôt qu'on a diminué le nombre de lits, mais pour être capable de maintenir la capacité, ça passe par notre efficacité opérationnelle à l'intérieur du CHU de Québec. Donc, on a 3 projets structurants ici, notamment l'ouverture d'une unité de réadaptation en soutien en soins actifs. On a le déploiement de tout un protocole ou la consolidation d'un protocole post-chirurgical et le déploiement d'une direction adjointe en fluidité. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'améliorer la coordination et la planification des départs dans notre communauté. Et on travaille énormément dans le domaine de la pertinence des hospitalisations pour être capable vraiment de maintenir les gens beaucoup plus dans leur milieu qu'en milieu hospitalier. Quand on regarde au niveau des meilleures pratiques au quotidien, on est en train de repenser à créer toute une nouvelle normalité avec une nouvelle approche de soins basée sur l'accès, la collaboration et la pertinence. On est en train de travailler aussi sur une approche qui est vraiment définie par les équipes locales. Donc, c'est une démarche très bottom-up et c'est un projet qui a débuté à l'hôpital Saint-François d'Assise, qui vient de débuter il y a 2 semaines à l'Hôtel-Dieu et ça va se poursuivre là, à l'intérieur de l'organisation. Donc, quand vous regardez aussi façonner le CHU d'aujourd'hui et de demain, bien, je ne peux pas passer sous silence le plus important projet clinique et immobilier en cours de réalisation au Québec. Donc, c'est un investissement de plus de 2,3 milliards de dollars. Et vous avez vu qu'actuellement, en bas à gauche, on a déjà livré la plateforme clinico-logistique. L'hôtellerie est livrée, la centrale d'énergie est livrée, le centre intégré de cancérologie est livré, le centre de recherche est en activation actuellement et les gens devraient déménager aux alentours du mois de janvier-février 2023. Et on est en train vous voyez, en tout cas, si vous vous promenez là, sur Henri Bourassa, vous allez voir là, les 4 cranes qui sont là. C'est pour la conception de l'axe nord. Et on travaille actuellement sur toutes les fondations de l'axe sud. Et par la suite, on va venir tout raccorder ça à HEG existant. Mais c'est important de vous rappeler que ce centre hospitalier-là qu'on est en train de construire, hein, c'est la réunion du savoir-faire de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital de l'Enfant Jésus. On va y retrouver 5 grands pôles cliniques, l'oncologie, les neurosciences, les grands brûlés, le grand programme de néphrologie et de transplantation
et la traumatologie, en se rappelant toujours qu'il s'agit déjà du plus grand centre de traumatologie de la province de Québec et le plus grand centre de cancérologie également. Donc, je tiens aussi à souligner en bas à droite, pour réaliser ce magnifique projet de société qu'on a ici dans la grande capitale nationale et tout l'Est du Québec, bien, c'est un engagement philanthropique de plus de 60 millions de dollars qui vient de l'agilité et de la créativité de notre fondation, mais c'est une participation de notre grande communauté à la réalisation de notre projet. Donc, je veux vous démontrer quand même quelques images. Ça, c'est notre centre intégré de cancérologie qui offre également de l'enseignement, de la recherche et tout un service d'intervention rapide en oncologie pour avoir un accès direct sans passer par l'urgence. Vous avez également le bâtiment de recherche qui va regrouper tous les chercheurs, mais qui vont travailler aussi en collaboration avec le Centre intégré de cancérologie, ce qui va favoriser toute la recherche translationnelle, l'innovation. Donc, on va retrouver au CIC une plateforme où est-ce qu'on fait de l'enseignement, on fait de la clinique et on fait de la recherche, tout le monde mis ensemble. Là. Donc, ça va vraiment générer des belles opportunités d'innovation. Donc, le nouveau bâtiment des soins critiques, vous voyez de qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais ça va être 30 salles d'opération, 56 civières à l'urgence, 12 fauteuils d'évaluation rapide et on va retrouver quand même une proportion de chambres simples là, à tout près de 50 %, puis le reste, ça va être des chambres doubles. Donc, vraiment une amélioration significative au niveau de la qualité architecturale de l'expérience patient. Donc, pour le réaménagement de l'Enfant Jésus, c'est la dernière phase de notre grand projet, où est-ce qu'on va venir réaménager plus de 30 % de l'hôpital existant. Donc, il faut se rappeler que c'est un pôle d'expertise majeur. Hein. C'est là qu'il y a le grand centre des sciences de la neurologie. Et pour nous, c'est fondamental de procéder à ce réaménagement-là. C'est la dernière étape pour être capable de ramener l'Hôtel-Dieu de Québec vers ce site. Donc, la plateforme clinico-logistique, hein, c'est toute l'intelligence pour l'approvisionnement. Je vous ai parlé tantôt des repas. Tous nos repas sont faits là. Tout notre stock pour nos 5 hôpitaux proviennent de là également. Tous les médicaments produits après le premier 24 heures et produits également à la plateforme clinico-logistique par 3 robots side by side. Ça a été une première internationale. Donc, vraiment, on est extrêmement fiers de notre plateforme clinico-logistique. Tout ça, mesdames et messieurs, m'emmène quand même à vous présenter certains enjeux. Donc, vous le savez, actuellement, le réseau de la santé vit quand même une pression importante. Donc, si tout étant égal par ailleurs, où est-ce que la population vieillirait à un rythme, où est-ce que la demande demeure équilibrée, puis après ça, bien, on a toujours un taux de natalité qui nous permet d'avoir toujours le bon nombre d'étudiants au bon moment à l'université, au collégial, bien, le travail aurait, pas le travail, mais le triangle aurait 3 côtés carrés, 3 côtés égales. Mais ceci dit, vous voyez actuellement vraiment la pression que vivent nos établissements, un vieillissement de la population qui est extrêmement accéléré, ce qui occasionne une demande des services qui est croissante avec un nombre de ressources humaines en nombre insuffisant. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une tension qui est produite actuellement sur nos établissements, ce qui oblige notre établissement à développer des nouvelles façons de faire, créer une nouvelle normalité, innover pour être capable éventuellement de ramener la patte de ce triangle-là vers la droite pour rééquilibrer un peu notre système. Parce qu'actuellement, le vieillissement de la population, bien que plusieurs aimeraient ça, est dur à arrêter et la demande de services, bien, fait en sorte que vieillissement et demande de services actuellement sont bien combinés et on en vit, comme plusieurs établissements dans le monde, certaines des conséquences. Donc, je vous parle rapidement de la COVID. Donc, ce matin, à l'heure où je vous parle, nous avions encore 67 usagers admis dans nos murs atteints de COVID-19 et nous avions 30 employés encore là, atteints de la COVID qui sont en retrait là, dans leur domicile. Donc, depuis 2 ans, nos travailleurs, travailleuses, médecins vraiment travaillent extrêmement fort à aussi réécrire notre nouvelle normalité. Je vous rappelle que ça a été une mobilisation sans précédent de tous nos travailleurs. On a eu 4 500 hospitalisations
de patients COVID positifs depuis le début de la pandémie. Et rappelez-vous que c'est tous les laboratoires de l'IUCPQ, du CHU de Québec, dans notre grande grappe OptiLab, qui a généré 1,7 million d'analyses, incluant les îles également, 1,7 million d'analyses de tests COVID pour réussir à favoriser le diagnostic, la protection de la communauté, la prise de décision, l'isolement. Donc, c'est vraiment, là, ça a été tout qu'un déploiement. Donc, c'est le CHU de Québec également qui avait reçu le mandat national de l'acquisition de tous les équipements de protection individuelle depuis la vague 1 jusqu'au 31 mars l'année passée. Donc, ça a été plus de 4 milliards de EPI qui ont été achetés pour permettre à la province là, de combattre la pandémie. Donc, ça crée vraiment un défi de gestion de main-d'œuvre qui est important. Et vous savez que ça a été plusieurs vagues, là, une après l'autre, qui nous emmènent. Chaque vague est différente. Chaque vague nous amène des émotions différentes et une problématique différente. Donc, ça a vraiment demandé à notre communauté, à l'interne du CHU, une capacité d'adaptation absolument extraordinaire. Et la 7e vague ici nous a fait quand même beaucoup mal parce qu'elle est arrivée en pleine période de vacances et on s'était donné comme objectif, nous, de permettre à nos employés de se reposer, employés et gestionnaires. Donc, le timing de cette vague-là a été quand même extrêmement difficile. Puis vous voyez que ce n'est pas terminé, hein? On est toujours en augmentation et on est vraiment là en début de vague 8. Donc, au niveau de nos activités, quand même, nos équipes font vraiment des pieds et des mains pour être capables de ramener un niveau d'activité le plus normal possible, parce que vous le savez, on a atteint quand même des listes d'attente importantes. Là. On est aux alentours, nous, de 17 000 personnes en attente de chirurgie, peut-être aux alentours de 3 500 personnes en attente de plus de 12 mois. Donc, on fonctionne actuellement à 44 salles sur 48. Notre centre universitaire de l'œil fonctionne avec 5 salles d'opération sur 6, des fois 5,5. Donc, l'endoscopie est repartie à plein. L'endoscopie urologique fonctionne à 82 et somme toute, avec l'introduction de la télésanté qui est encore maintenue dans nos établissements, nos cliniques externes fonctionnent à 96 total de leur activité en comparaison à 2019-2020. Donc, à ce moment-ci, je vais cesser mon partage et je vais laisser la parole à notre commissaire aux plaintes, M. Nicolas Rousseau. Excellent. Oui, c'est bon. On peut le mettre en mode présentation, M. Rousseau. Puis... Eh oui, c'est parti. Il faudrait seulement ouvrir votre micro, M. Rousseau, également. Oui, excusez-moi du pépin technique. Merci, M. Grantham, du rappel du micro. Voilà, je voulais remercier M. Beaumont de sa présentation, également M. Bédard de sa présentation. Je voudrais également remercier tous les patients, les familles, la communauté, en fait, qui s'est joint aujourd'hui avec nous. Les membres du conseil d'administration, je vous salue également. Et enfin, l'ensemble des gestionnaires, des intervenants du CHU de Québec, et je vais en parler tantôt, là, avec qui on collabore au quotidien, nous, au bureau du commissaire aux plaintes. Donc, aujourd'hui, je vais profiter de l'opportunité qui m'est donnée pour d'abord présenter un peu notre rôle. Qu'est-ce que c'est le commissaire aux plaintes? Qu'est-ce qu'on fait? Notre équipe fait? Et je vais également prendre aussi quelques minutes pour vous présenter quelles ont été nos activités de la dernière année, c'est-à-dire l'année 2021-2022. Donc, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est d'offrir un recours qui est gratuit, il faut le mentionner, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas gratuit, mais oui, c'est gratuit. C'est un recours qui est confidentiel, anonyme. Et on offre aussi un recours qui est facile d'accès, je vais vous en parler un peu plus tantôt. Donc, c'est un recours qui vise à recevoir les insatisfactions des patients, des familles, aussi des situations qui pourraient être signalées par des membres du personnel. Donc, notre rôle, c'est de recevoir les insatisfactions, de les examiner et de donner une réponse aux patients. On exerce ce rôle-là de manière indépendante et on a le pouvoir d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est finalement, consulter des documents,
s'entretenir avec les personnes concernées et on peut suggérer ou recommander des mesures à l'établissement, aux équipes pour améliorer la qualité des soins et services. Je parle de qualité des soins et services parce que pour nous, au commissaire aux plaintes, là, formuler une insatisfaction, c'est vraiment un geste constructif. Pour nous, c'est un geste qui peut figurer parmi les moyens d'améliorer la qualité des soins et services. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de patients, parfois des familles et parfois des membres du personnel qui pourraient avoir une vision négative de la formulation d'une insatisfaction. Mais nous, à notre niveau, on tente vraiment que ce soit un geste constructif qui contribue à l'amélioration de la qualité des soins et services. Je voudrais mentionner également qu'on travaille en partenariat étroit d'abord avec le comité des usagers. D'ailleurs, je pense avoir vu Mme Philibert aujourd'hui, la présidente du comité des usagers avec nous. Donc, on travaille vraiment en partenariat étroit avec le comité des usagers à la fois pour promouvoir notre rôle, un peu ce que je fais aujourd'hui, et pour résoudre des situations. Pas plus tard que ce matin, je parlais avec Mme Philibert d'un cas qu'on va regarder. Donc, ce partenariat-là est très important pour nous. Et aussi, je le disais tantôt, on travaille en collaboration avec les intervenants de l'établissement, les gestionnaires, parce que c'est grâce à eux, puis je veux les remercier aujourd'hui, c'est grâce à eux et à elles, dans le fond, qu'on parvient à avoir des éclaircissements, qu'on recueille les informations. Et souvent, les mesures qui sont mises en place sont à l'initiative des équipes. Et il y a vraiment une culture d'amélioration de la qualité dans le CHU et on le voit. Les mesures sont souvent mises en place volontairement pour s'améliorer dans les équipes. Important pour les patients, pour les proches qui seraient avec nous et peut-être les personnes qui ne le savent pas, c'est possible d'être soutenu quand on est insatisfait des soins et services qu'on a reçus, d'être soutenu par un organisme communautaire. Ça s'appelle le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Il y a un acronyme, le CAAP, des fois vous allez entendre ça. Donc, le rôle de cet organisme-là, c'est précisément ça. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre si vous ne savez pas comment formuler une plainte, où l'adresser, quel était l'établissement que vous étiez. Donc, n'hésitez pas, je vous le signale à titre d'information. Donc, je vous disais tantôt, notre but, c'est d'être accessible. Donc, c'est d'être accessible sans formalité complexe. C'est ça l'idée. Donc, vous pouvez vous adresser à nous verbalement, par écrit. Et là, vous avez les différents moyens, que ce soit par téléphone, formulaire en ligne, on a ça aussi, courriel et en personne, on peut vous recevoir également. Donc, je vous invite vraiment, si une situation se présentait où vous avez des doutes sur les soins et services que vous avez reçus, vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à vous adresser à nous avec ces moyens-là. Donc, quels sont les objectifs? J'en ai parlé un peu brièvement tantôt. C'est les objectifs d'examiner les insatisfactions, évidemment, c'est de s'assurer du respect des droits des usagers. Les droits des usagers, vous en avez une liste là, à votre droite ici, mais ça, c'est en fait, c'est le socle sur lequel on regarde les situations que vous vivez à titre de patient ou de proche. Donc, on regarde est-ce que vos droits ont été respectés, est-ce que les soins que vous avez reçus étaient adéquats. Donc, ça, c'est la base. Et j'en parlais un peu en introduction, l'objectif final, c'est de s'améliorer. Donc, de façonner, un peu comme M. Bédard et Beaumont ont parlé, de façonner le CHU d'aujourd'hui et de demain. Donc, de cheminer vers une qualité de soins et services qui correspond à ce qu'on attend. Donc, c'est une démarche constructive. C'est ce que je vous disais au départ, donc axée sur l'amélioration. Et ici, je veux mentionner aussi que c'est une démarche qui est empathique. Ça veut dire que nous, puis là, je salue mon équipe là, parce que je ne travaille pas seul. Il y a une équipe avec moi de commissaire adjointe, une équipe administrative également. Et cette équipe-là est très empathique, est très à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on ne vous laissera pas tomber, on va vous écouter. On va essayer de clarifier qu'est-ce qui se passe, puis le plus possible de trouver une voie de conciliation entre votre vécu comme patient et les soins et services qui sont offerts compte tenu des ressources disponibles et parfois des contraintes, malheureusement. Donc, comment ça se déroule? Je vais aller rapidement. On reçoit votre situation, que ce soit verbale ou écrit, comme j'ai dit tantôt, et on ne vous laisse pas dans le néant, on vous contacte systématiquement, c'est la première étape. On vous contacte par téléphone pour faire connaissance, vous expliquer comment ça fonctionne, et le lien de confiance s'installe déjà au début. Donc, par la suite, on prend votre situation et on fait une analyse. On va dire ça comme ça. Donc, c'est complètement anonyme. Vous n'avez pas à craindre là, les représailles ou quoi que ce soit. On fait des vérifications, on consulte des documents, on fait des entretiens. Et à l'intérieur de 45 jours, on vous répond. Et la réponse, ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit, selon ce que vous souhaitez. Et on vous explique qu'est-ce qu'on a trouvé comme information et est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place et bien, si oui, lesquelles. Donc, on boucle la boucle au complet avec vous.
Maintenant, après avoir profité un petit peu de l'opportunité pour vous présenter notre rôle, j'aimerais ça prendre aussi quelques minutes pour vous parler de l'année 2021-2022. Quel genre de situations nous ont été rapportées, les demandes qu'on a reçues. Je ne veux pas vous présenter trop de chiffres, mais vous donner simplement une impression générale sur qu'est-ce qu'on reçoit, les genres de motifs qu'on reçoit, les volumes de situations. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on a eu à peu près 1500 demandes en cours d'année. Il y a des demandes de différents types. Sans entrer dans les détails, il y a des demandes qui visent les soins et services, il y a des demandes qui visent des soins médicaux, et il y a d'autres situations où on offre plus un accompagnement, une assistance, que ce soit avec des patients, des proches, ou même à l'interne avec des intervenants du CHU qui auraient des questionnements sur des situations un peu plus particulières. Peut-être vous vous demandez, sur les 5 sites, là, on a vu dans la présentation de M. Beaumont qu'il y a 5 sites, le CHU est en charge de 5 sites hospitaliers. Donc, vous voyez ici un peu les volumes de situations qui nous sont rapportés. Selon la taille du carré que vous voyez, ça représente grosso modo le volume de situations. Donc, c'est sûr que ça suit beaucoup le volume de services qui sont offerts. Donc, règle générale, plus il y a de soins et services qui sont offerts à un endroit, ça peut générer un peu plus de situations à regarder pour nous. Donc, il y a le CHUL qui est le site principal. Ensuite, suivent l'Enfant Jésus et Saint-François d'Assise, à peu près à égalité. Et finalement, les 2 autres de nos sites, Saint-Sacrement et Hôtel-Dieu, sont les sites où on reçoit dans l'ordre un peu moins d'insatisfaction. Maintenant, les principaux motifs, sans entrer dans les détails, dans le fond, le but, c'est de vous donner un petit peu une idée de ce qui nous est rapporté. Il y a des éléments sur l'accessibilité, tout ce qui tourne autour des rendez-vous, les temps d'attente, les refus, les accès aux lignes téléphoniques. On a aussi des éléments sur les soins et services dispensés, évidemment. On parle de compétences, de jugement, de continuité des soins. Donc, de ce côté-là, il y a ces 2 éléments-là. Et aussi, on nous rapporte également des éléments sur les relations interpersonnelles. Donc, on parle de commentaires qui auraient été faits par le personnel. Je parle au conditionnel parce que ce n'est pas toujours fondé. Vous allez le voir tantôt. Donc, c'est des situations qui nous sont rapportées sur lesquelles on fait des vérifications systématiquement. On nous rapporte également des éléments sur l'organisation du milieu, les ressources matérielles. Donc, on parle par exemple d'hygiène, salubrité, les règles, par exemple, liées à la COVID, les heures de visite et tout ça. La sécurité, la protection des usagers, ça fait aussi partie des éléments qui nous sont rapportés sur ce sujet-là. Et ici, j'ai voulu vous donner un petit peu un aperçu visuel pour vous présenter autrement le contenu. C'est les motifs un peu plus spécifiques qui nous ont été rapportés au cours de la dernière année. Donc, plus c'est un nuage de mots, donc plus le mot est gros, on va dire, plus c'est un élément qui nous est rapporté souvent. Donc, vous pouvez voir, à titre d'exemple, que les délais sont un enjeu. M. Beaumont en parlait un petit peu, il y a des contraintes de ressources parfois qui peuvent créer peut-être des délais dans la prise en charge de la demande aussi qui est très élevée. On parle aussi de communication. Là, on est dans l'aspect plus relations interpersonnelles, approche avec les patients, l'attitude également, on est dans ce même univers-là. On a également la pandémie. Je vous signale quelques éléments là, qui reviennent. La qualité de l'information qui est fournie, les procédures, les règles. Donc, ça vous donne une idée, ça reprend un peu les éléments que je vous ai présentés tantôt, mais de manière un peu plus visuelle et peut-être un peu plus ludique, on va dire. Donc, tantôt, je disais, on regarde ça, c'est pas toujours fondé. Eh bien, ici, vous voyez que dans la moitié des cas, on a des mesures correctives qui sont mises en place à la suite d'une situation qui nous est rapportée. Donc, ça peut être sur une mesure individuelle ou une mesure un peu plus systémique pour un service. Et dans l'autre moitié des cas, bien, il n'y a pas de mesure corrective qui est mise en place. Par contre, je voudrais vous signaler qu'il n'y a pas de patients là, qui s'adressent à nous qui repartent les mains vides, on va dire. On fournit toujours les explications, l'équipe, moi et l'ensemble de notre personnel fournit toutes les explications, les informations. Même s'il n'y a pas de mesure à mettre en place, le patient a toujours les explications, le contexte et les outils pour peut-être un peu mieux saisir ce qui s'est passé et apporter parfois un certain baume là, sur la situation qu'il a vécue. Et en terminant, je voudrais revenir un peu sur la vision qu'on a pour traiter les insatisfactions, les plaintes. Nous, notre vision est vraiment orientée sur le traitement des insatisfactions comme levier pour s'améliorer, pour améliorer la qualité des soins et services. Et on fait ça en collaboration. Je parlais du comité des usagers, je parlais aussi des intervenants,
des gestionnaires de plancher, on va dire. Donc, c'est vraiment notre objectif d'être un vecteur d'amélioration des soins et des services, de travailler, oui, sur la base du code d'éthique, le code légal, mais regarder tout ça dans une optique d'amélioration des soins et des services et d'utiliser ça comme d'autres leviers dans l'établissement pour aller plus loin. Donc, voilà un peu la présentation pour les résultats du commissaire cette année. Merci beaucoup de votre attention. Merci, merci, M. Rousseau. Merci, M. Beaumont, également pour votre présentation. M. Grantham, j'imagine que vous allez animer la prochaine partie qui est finalement l'échange avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui, de même que peut-être donner quelques informations sur l'accessibilité à l'information qu'on a livrée en vrac aujourd'hui. C'est quand même beaucoup d'informations. Je vous laisse transmettre un peu d'informations à M. Grantham à ce niveau. Tout à fait. Je rappelle aux intervenants qui veulent intervenir, vous pouvez lever votre main comme M. Fontaine le fait actuellement. Très bon exemple. Merci, M. Fontaine. Ou utiliser le chat pour poser votre question pour ceux qui préfèrent le faire par écrit. Et effectivement, au niveau de l'accessibilité des informations, nous enregistrons la présente rencontre, donc nous pourrons la rendre disponible et publique également pour les gens qui voudraient la réécouter ou des gens qui l'ont manqué, qui voudraient bien sûr pouvoir l'écouter. Et sans plus tarder, je commencerai avec notre premier volontaire qui a sa main vaillamment levée, M. Fontaine. À vous la parole. Merci, M. Grantham. Je représente le regroupement des stomisés de Québec-Lévis qui vous remercie toutes et tous de nous avoir invités à cette très intéressante présentation du choc et de ses succès. Le regroupement des stomisés Québec-Lévis, c'est une OBNL de bénévoles qui représente 1400 stomisés de la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Stomisés auquel on est un soutien et un service. Ce qu'on veut, c'est de soutenir les futurs et les récents stomisés, temporaires et permanents, parce qu'il y a des temporaires, suite à une chirurgie qui se fait dans vos établissements et ailleurs. C'est un rôle qui est réalisé sans aucun frais pour les stomisés. Ils n'ont absolument rien à payer et on veut faire valoir la possibilité de vivre avec une stomie, de mieux et de bien vivre avec une stomie. Avec l'information sur les problèmes vestimentaires que les stomisés rencontrent, les problèmes financiers, les facilités financières de gouvernement, l'aspect social auquel certains sont un peu en difficulté de s'adapter. Certains problèmes alimentaires et des problèmes de logistique, parce que vous savez tous qu'on a un ou des sacs pour faciliter notre vie. Ce qu'on souhaite avec notre présence ici aujourd'hui, c'est de vous proposer de faire comme on le fait ailleurs dans certains établissements du reste du Québec, du reste du Canada, dans le monde, d'accompagner les futurs et récents stomisés avec votre collaboration souhaitée du CHUC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis, parce que Chaudière-Appalaches est toujours là dans notre collimateur, sans frais, sans aucun frais, sans intervention lourde de votre part, mais avec le maximum de bénéfices aux stomisés, à leur bénéfice et à l'appui au centre hospitalier, qui seraient ainsi libérés du soutien non médical dont les stomisés ont besoin. Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une liaison qui nous permettrait de répondre aux besoins des stomisés en dehors du cadre hospitalier. Alors, merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette petite présentation de notre rôle. Merci, M. Grantham. Excellent. Je peux prendre le relais à partir d'ici, M. Grantham. Écoutez, M. Fontaine, premièrement, merci beaucoup. C'est exactement pour ce genre de raison qu'on fait ce genre de rencontre-là, puis qu'on envoie des invitations à 250 d'organismes communautaires autonomes dans le milieu. Donc, votre message est bien entendu. Vous savez, on a quand même une équipe au CHU de Québec là, qui sont des spécialistes du cancer colorectal bas, qui sont, selon moi, les meilleurs de la planète. C'est vraiment une équipe absolument extraordinaire, accompagnée aussi d'une équipe de stomothérapeutes.
Et votre message est bien entendu. Moi, je vais prendre le relais à partir d'ici pour voir quelle connexion on peut faire avec notre équipe. Tu sais, ce qui est important, c'est que notre patient, à l'intérieur de ça, puisse avoir une trajectoire de soins où est-ce que tout le monde comprend ses rôles et responsabilités. Donc, on verra. Moi, je vais vous mettre en contact avec notre directrice des soins infirmiers puis nos équipes pour voir comment on pourrait mieux travailler ça ensemble. Donc, message bien entendu. Vous pourriez, M. Fontaine, nous écrire vous pourriez, j'allais dire, si ça ne vous dérange pas, là, dans le chat, là, puis M. Grantham va récupérer ça tout de suite. Nous, ça va être plus facile après ça pour faire le lien avec vous. Ah, je vous rassure, M. Vaughan, on a déjà des contacts avec M. Fontaine, comme vous avez écrit, C'est pour parfait, confirmer sa ça. présence. Excellent. Donc, merci beaucoup pour votre commentaire. Merci, M. Beaumont. Est-ce que nous avions d'autres questions, interventions? N'hésitez pas, la rencontre est pour vous. Ceux qui sont plus gênés, vous pouvez le faire par écrit. Sinon, vous pouvez lever la main pour intervenir. M. Grantham, j'ai quand même vu dans les noms des noms que je reconnais, comme la PDG du Cégep de Limoilou, qui est toujours présente aussi à nos rencontres, dans lequel, même eux aussi, dans tout le tumulte là, de la COVID, ça a été des grosses montagnes russes par rapport au maintien des stages. On en garde, on n'en garde pas, on en enlève, on les change. Donc, j'en profite pour la remercier de toute son agilité. Il travaille actuellement extrêmement fort pour tout le DEC en pharmacie, qui nous implique aussi comme organisation pour l'introduction de nouveaux. C'est un nouveau titre d'emploi à l'intérieur du CHU. Donc, vous avez vu tantôt, Mme Barbeau, je ne veux pas vous mettre sur le spot, j'ai vu votre nom, mais c'est 800 étudiants à tous les jours dans notre organisation. Donc, moi, j'en profite pour voir si vous aviez des pistes d'amélioration pour nous, là, tant qu'à vous avoir avec nous. Enfin, on y travaille déjà beaucoup avec les équipes en place. Hein. Dans le fond, vous avez parlé de la pandémie, mais la façon de maintenir les stages, les partenariats aussi qu'on pouvait tenter de mettre en œuvre pour nous pouvoir avoir le personnel qu'il faut pour former nos étudiants, puis vous les diplômer pour que vous puissiez en bénéficier plus rapidement. Donc, on est déjà avec les équipes terrain, là, particulièrement du côté de notre formation continue. Puis, peut-être vous informer aussi que du côté du DEC en pharmacie, là, il y a des démarches entreprises pour tenter de voir comment on peut mieux répondre et plus rapidement là, aux demandes du communautaire versus de la pharmacie en établissement. Oui, effectivement. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Là, oui, allez-y, M. Grantham. Ah, ben allez-y, si vous vouliez dire quelque chose, allez-y, M. Beaumont. Ben, tu sais, j'en profite, on est en petit groupe là, quand même, mais je sais que le CHU a aussi une responsabilité pour l'ensemble de l'Est du Québec. On a la responsabilité de l'évacuation médicale, autant néonatale qu'adulte, le rapatriement également de tout ce qui est notre navette qu'on appelle générale. Donc, je sais que ma collègue des îles est là, mais on est tellement interreliés par nos différentes trajectoires de soins. Donc, vous ne vous gênez pas, Mme Doucette, s'il y a des choses, notre président de conseil est là, s'il y a des choses qu'on doit, nous, améliorer dans nos trajectoires, nos façons de faire, nos collaborations, sentez-vous bien à l'aise d'intervenir. Là, nous, c'est comme ça qu'on réussit à s'améliorer en bout de piste. Ben, écoutez, je vous dirais là, que la collaboration avec le CHU Québec est vraiment excellente. J'ai pas de. C'est sûr que s'il y a des petites pistes d'amélioration à y avoir, là, les gens se parlent entre eux autres, puis c'est comme ça que ça se règle, puis ça va extrêmement bien. Donc, vraiment, là, j'ai rien à redire. Excellente collaboration. Puis c'est sûr que le CHU Québec, ben, vous êtes un partenaire absolument incontournable. Puis on est extrêmement satisfait de la grande qualité des services que notre population reçoit à Québec là, sur une base régulière. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui veulent prendre la parole, poser une question?
Je rappellerai aux autres, bien sûr, de bien fermer vos micros si ce n'est pas pour intervenir, pour éviter qu'on entende vos discussions parallèles quand même. Je vais continuer, M. Grantham, Allez-y, parce que je tiens allez-y, vous êtes quand bien même. parti. Tantôt, on avait l'opportunité d'avoir le président directeur de Québec International, mais je tiens quand même à souligner l'accompagnement exceptionnel qu'on reçoit par ses équipes, par ses vice-présidents ou les gens qui l'accompagnent, parce que, vous savez, vous l'avez vu dans notre plan annuel, pour nous, de mieux structurer l'innovation fait partie d'une volonté du conseil d'administration. C'est une valeur organisationnelle, mais on s'aperçoit dans l'écosystème complexe dans lequel on est que si on ne la structure pas, puis on ne la gère pas, qu'on manque des opportunités. Donc, moi, je tenais quand même à souligner là, vraiment le travail de vos équipes, puis également en recrutement international, là, vous êtes vraiment des champions, puis c'est grâce à vous qu'on est capable de faire des grandes choses également. Merci beaucoup, c'était apprécié. C'est réciproque, c'est important quand on danse, il faut être deux. Alors, c'est bon d'avoir un bon partenaire aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Viel. Et juste souligner, il a dû malheureusement quitter, mais il m'a envoyé un petit message. On avait aussi M. Martial Van Ness, qui était le président du conseil, qui est le président du conseil de quartier de Mézeray et qui siège également sur le comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier, qui était avec nous et malheureusement a dû quitter pour une autre rencontre. Et je vois une main levée, Mme Arbour. Ben oui, tant qu'à avoir le micro, j'y ai pensé après, mais c'est juste que c'est une suggestion. Mais en fait, on travaille avec des équipes terrain. Souvent, là, Mme Doucet disait, là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se parlent, ça s'arrange. Je suis arrivée un peu en retard, peut-être que vous en avez parlé, mais quand je suis arrivée, c'était la présentation sur la trajectoire pour les plaintes. Ce serait bien qu'il y ait une boîte équivalente pour les bons coups. Souvent, les bons coups, on les garde pour nous, dans le sens qu'on vit des expériences superbes avec certains employés qui nous dénouent des impasses, qui trouvent des solutions avec nous. Puis dans le fond, nous, on le sait, c'est des personnes exceptionnelles, mais on n'a pas la chance de le faire connaître via une boîte qui sûrement pourrait assurément vous faire plaisir à lire souvent. Les bonnes nouvelles nous arrivent moins vite habituellement que les mauvaises. Hein, donc, on a tendance à... Le peuple québécois est ainsi fait, donc quand on a quelque chose à se plaindre, on le dit plus fort que quand on a un bon coup à souligner. C'est souvent... Mais ça pourrait être une suggestion intéressante d'avoir une boîte courriel ou peu importe, un bon coup qui nous permet, dans le fond, de souligner des interventions. Puis notamment, nous, parfois, on a des gens chez vous qui reçoivent nos stagiaires. Là. Puis c'est pas toujours simple, c'est pas toujours... quand ils sont déjà débordés, d'avoir des étudiants moins expérimentés toute la journée qui posent 12 questions à l'heure, ça peut être des fois intéressant qu'on vous le souligne, qu'on a eu un accueil particulièrement, je dirais, intéressant avec telle ou telle personne. Puis souvent, mais nous, on le dit à cette personne-là, mais elle est toute seule à recevoir la fleur, si on veut. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse le faire connaître, puis que ça vous vienne aux oreilles, notamment, M. Beaumont, de savoir que vous avez des équipes exceptionnelles qui font des belles choses, mais que ça vous soit dit par les gens avec qui vous collaborez. Très bonne suggestion, vraiment. Très, très bien. Merci beaucoup de la suggestion, Mme Arbour. En fait, même, M. Beaumont, je pense que l'adresse existe déjà et nous sommes en train de la rechercher pour pouvoir l'indiquer dans le chat de la rencontre et dans l'enregistrement, mais effectivement. Mais elle existe aussi, principalement pour les cliniciens, pour les gens qui offrent des soins, mais je pense qu'on devrait probablement la généraliser par rapport à que ça soit pour n'importe quoi, là, pour le clinico-administratif aussi. Donc, il y a quelque chose à rendre peut-être plus connu à cet égard-là. Donc, très bonne suggestion. Une autre question, M. Grantham? En fait, avant de donner M. Rousseau qui lève la main, puis juste vous dire effectivement, sur notre site Web, il y a un onglet qui vous permet justement d'écrire pour témoigner votre satisfaction envers les équipes et tout ça. Mais effectivement, là, on pourrait en faire, la publicité et revoir comment on peut la rendre un peu plus accessible et connue. M. Rousseau? Oui, merci. Madame Arbour, je seconde votre commentaire, puis c'est une excellente idée. Et si le lien existe déjà, ce serait une bonne idée de le faire connaître davantage. Et je tiens à préciser que c'est sûr que notre équipe reçoit les situations un peu plus difficiles des patients, des situations où ça ne s'est pas passé exactement comme ils souhaitaient.
Mais beaucoup de personnes qui s'adressent à nous, malgré cette situation-là difficile, soulignent la qualité du travail qui est effectué par le personnel, le dévouement du personnel, la qualité de l'approche. Donc, on l'entend également, malgré, même chez les personnes insatisfaites, il y a toujours un bon mot pour le personnel. Et ça, c'est effectivement important de le signaler et vous avez bien fait. Merci beaucoup. J'ajoute en ce moment dans le chat, vous allez voir l'adresse où il y a un onglet justement pour pouvoir donner des remerciements envers nos équipes. Merci beaucoup. Remerciements ou souligner des bons coups. Tout à fait. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui ont envie d'intervenir? Ah, nous avons Mme Gagné d'Albatros Québec. Oui, donc bonjour. Nous, Albatros, on est un organisme communautaire qui faisons de l'accompagnement en soins palliatifs, principalement auprès des personnes qui sont à domicile. Mais on suit la personne, dans le fond, si jamais elle est hébergée, s'il est hospitalisé. Donc, à partir du moment où l'accompagnement débute, on la suit dans les différents milieux. Et je tiens à souligner qu'en général, on est bien apprécié quand on va dans les établissements du CHU. Et ça, nos bénévoles sont bien accueillis. Et ça, je tiens à le souligner. Puis c'est très apprécié de la part des bénévoles. Actuellement, nous, la réalité qu'on vit, c'est que 99% des personnes en soins palliatifs qui nous sont référées par les équipes de soins palliatifs à domicile. Par contre, ces équipes-là arrivent souvent tard dans la trajectoire de la personne et de ses proches et on aimerait, nous, travailler pour pouvoir avoir des références en amont. Donc, parce que souvent, on arrive et le proche aidant est déjà épuisé ou la personne nous dit, ben j'aurais aimé vous connaître il y a 6 mois parce que ne peuvent pas bénéficier pleinement des services qu'on offre parce que l'épuisement est installé, parce que la fatigue est installée ou que la personne qui est en soins palliatifs a déjà perdu beaucoup de capacité, donc peut pas bénéficier là, vraiment à son plein potentiel de ce qu'on pourrait lui offrir comme service. Et on travaille à essayer là, de faire connaître nos services auprès de vos équipes qui sont en fait les équipes qui sont les premiers en lien avec les personnes au moment de l'annonce du diagnostic. Et je dois avouer que c'est complexe. La présentation permet d'illustrer qu'effectivement, c'est normal que ce soit complexe parce que le CHU, c'est énorme, puis on le voit, il y a beaucoup de gens, mais dans le fond, je ne sais pas s'il y a possibilité de réfléchir à l'avenir à comment favoriser les liens entre les organismes qui, comme nous et peut-être d'autres sont là cet après-midi, pourraient améliorer l'expérience des usagers aussi. Donc, on accompagne, nous, les personnes dans certains rendez-vous médicaux. On les aide des fois à comprendre aussi ou à faire le lien avec les équipes de soins. Donc, on collabore vraiment. On peut être un collaborateur intéressant au bénéfice des usagers du CHU, au bénéfice des proches et au bénéfice des endeuillés aussi, parce qu'on fait aussi du suivi de deuil. Fait que je voulais voir s'il y a des travaux ou des réflexions pour faciliter ou en tout cas nous permettre de naviguer là, plus facilement dans le fond, au sein de vos instances qui sont quand même complexes. C'est complexe pour vous à l'interne. Vu de l'externe, c'est un peu... vous êtes un labyrinthe et c'est assez exceptionnel. Écoutez, j'ai vu que Mme Paquette-Beaupré avait ouvert sa caméra et ce n'est sûrement pas anodin. Elle a sûrement quelque chose à nous dire, sinon elle l'aurait laissé fermer. Donc, on va l'écouter là-dessus. Elle est dans la trajectoire oncologique, donc elle a sûrement quelque chose de pertinent à nous proposer. Exact, j'étais interpellée parce que c'est super intéressant ce que vous mentionnez, Mme Gagné. Je vais prendre vos coordonnées là, en aparté, puis je vais vous contacter parce qu'on a quand même toute une structure dans notre programme de cancérologie avec là, des représentants de chaque équipe surspécialisée, disons. Puis c'est souvent un véhicule intéressant pour promouvoir le genre de service que vous offrez, puis pour assurer que nos équipes, dès qu'ils sont en contact avec une clientèle peut-être potentielle pour vous, puissent aider à la référence. Donc, on pourra voir là, quelle suite on peut donner à tout ça, mais certainement qu'on va faire un effort pour que vous soyez bien connus parce que c'est tellement important pour nos équipes. Fait que je prends ça en note sans faute. Merci beaucoup. Puis, on offre aussi des services. Oui, effectivement, les gens atteints de cancer sont quand même une large proportion de la clientèle, mais on est toutes maladies.
Donc, que ce soit quelqu'un qui a la SLA ou quelqu'un qui a un MPOC dans sa phase terminale, bref, nous, il n'y a pas juste cancer, c'est vraiment toute maladie. Mais j'apprécie Mme Beaupré. Mais on pourra faire le lien avec notre équipe de la direction de médecine, dans le fond, qui a l'entièreté des soins des soins palliatifs. Fait que, on va s'assurer de faire le lien avec toutes les équipes requises pour votre besoin. Bien, parfait. Merci beaucoup. Ou pour le nôtre, parce que ça semble être une offre bien intéressante. Donc, c'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup vraiment pour la question et le commentaire. Vous voyez, nous, aujourd'hui, là, on va sortir encore plus fort avec vos propositions, autant pour celles du regroupement des stomisés que pour Albatros. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, M. Grantham, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Oui, tout à fait. Puis juste vous dire que Mme Beaupré a déjà reçu vos coordonnées dans sa boîte courriel il y a quelques secondes de ce côté-là. Je ferai peut-être, vu l'heure qui avance, un petit dernier tour d'écran pour voir s'il y a des gens qui avaient une intervention à faire, commentaires, questions. Tout est pertinent. Vous n'avez pas à hésiter ou à être gêné. Vous pouvez toujours utiliser le chat au besoin. Alors, j'ai fait le dernier tour. Peut-être, M. Beaumont, voulez-vous dire un petit mot de conclusion pour clore l'événement ou M. Bédard? Allez-y, M. Beaumont. Ben, moi, juste dire encore à nouveau merci de votre présence à tous et toutes. Merci aussi des commentaires qu'on a reçus. Comme M. Beaumont l'a mentionné, ça va être porteur à nouveau pour nous. M. Beaumont, peut-être un petit mot suite à votre présentation, puis celle de M. Rousseau. C'est un gros merci à vous deux également. Bien, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté l'invitation. Si vous avez aimé votre expérience, vous savez, santé, services sociaux, c'est sur les lèvres de tout le monde et c'est dans les pages de tous nos journaux. Donc, on devrait être peut-être 1000, 1500 à parler de santé et services sociaux aujourd'hui sur le fait qu'on dessert quand même une population de près de 2 millions de population dans tout l'Est du Québec. Donc, si vous avez apprécié, dites-leur à vos collègues, dites-leur qu'on est accessible, dites-leur qu'on veut travailler avec eux, dites-leur que vos commentaires nous aident à devenir meilleurs et vous savez toujours où trouver une oreille attentive objective également au niveau du commissaire aux plaintes. Et puis, j'en profite pour remercier tous nos membres de conseil d'administration qui sont avec nous aujourd'hui parce que sachez que ce sont des membres de la communauté et c'est vraiment des bénévoles qui nous tirent réellement vers le haut pour être une organisation vraiment qui aspire à devenir un chef de file international pour ses soins, pour sa façon de gérer, pour sa façon de faire de la recherche et de l'évaluation. Donc, merci beaucoup de vos commentaires, puis merci encore une fois aux membres de conseil et à tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. M. Grantham, des indications juste pour fermer tout ça? Oui, tout à fait. Nous allons mettre fin à la rencontre dans quelques instants et on va pouvoir, sur nos plateformes publiques, rendre disponible l'enregistrement également pour vous, mais les gens que vous connaissez qui ont manqué la rencontre, là, sans problème. Alors, en vous souhaitant une très belle fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.